Parfait, tout le monde. Donc, vous êtes vraiment pas prêts pour la prochaine présentation. C'est une présentation qui va être particulièrement intéressante. Donc, Cédric Dessureau a préparé une présentation pour vous. C'est un doctorant en génie mécanique et il va vous expliquer comment les sujets glissants de sécurité. Non, c'est pas ça le titre de sa présentation. Les chaussures de sécurité, c'est un sujet glissant. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il vous explique tout ça. Bon. Est-ce que ça va, vous autres? Tant mieux. Parce que moi, ça va vraiment pas tant depuis un méchant bout, parce que je suis tombé sur toute une réalisation, en fait, puis j'ai réalisé qu'on était tous et toutes pas en sécurité. Vraiment, en ce moment, vous êtes en danger, puis vous ne le savez pas, puis on vous l'a caché, OK? Puis pour les prochaines minutes, je vais vous convaincre, en fait, que vous n'êtes pas en sécurité en ce moment. Donc, par applaudissement, qui s'est déjà fait très peur ou s'est déjà pété la gueule royalement sur une plaque de glace l'hiver? Bon. Fait que voyez-vous, bon, ça va, là. Notre petit monsieur ici là, qui se pète la gueule à l'écran, il n'a même pas eu la chance de se rendre jusqu'à son milieu de travail. Mais si on observe les accidents du travail, un des coupables, en fait, c'est la catégorie des slip, trip and falls. Donc, slip, trip and falls, donc glissade, trébuchement et chute. Puis, dans cette catégorie-là, le chef de la gang, donc sur le top de la pile, c'est les glissades. Juste au Québec, on parle de 12 à 13 puis parfois plus des accidents du travail sont causés par les glissades. Et aux États-Unis, on parle de 17 à 35 Fait que, yes, au Québec, on est mieux qu'aux États. Puis, dans le fond, la solution simple à ça, serait tout simplement d'éliminer les glissades. OK? Heureusement, le gouvernement nous protège partiellement. Il y a sûrement parmi vous des gens qui ont dû porter en fait des capes d'acier pour aller au travail. Puis, ces capes d'acier-là, en fait, vous êtes obligé de les porter dans certains milieux de travail selon le règlement sur la santé et la sécurité au travail. Donc, ce que ça dit, la loi, c'est que vous devez porter des chaussures qui ont été normalisées par CSA. CSA, c'est le bureau d'accréditation, le bureau de normalisation au Canada qui vous protège puis qui normalise les choses que vous achetez. Fait que la chaussure que vous voyez à l'écran, elle a été normalisée pour les chocs électriques, elle a été normalisée pour les impacts au niveau des orteils, elle a été normalisée pour la perforation, etc. Puis ce que la loi nous dit, c'est qu'elle doit respecter la grosse norme. Donc ça, c'est la partie technicalité de ma présentation. C'est un peu plate, là, de la normalisation, blablabla. Donc, il y a une norme, en fait, qui existe, qui est la Z195. Puis ça couvre tout ce qu'une chaussure de sécurité devrait être capable de faire pour nous protéger. Puis, parmi les choses qu'elle devrait faire pour nous protéger, il y a la résistance au glissement. OK? Donc là, je me suis mis, moi, à me poser des questions de, OK, résistance au glissement, on voit souvent ça sous la semelle des chaussures. Quand vous allez en acheter, on voit souvent slip resistant en dessous des chaussures. Vous observez à la maison, si vous avez des capes d'acier, ça va être écrit slip resistant quelque part, soit sur le bord, en dessous, sur la boîte, whatever. Puis là, je me suis mis à me dire, attendez, là, si on peut marquer ça sur slip resistant, mais c'est déjà écrit CSA Approve, c'est qui a l'autorité, en fait, de dire que telle ou telle chaussure est slip resistant? C'est là que le doute, en fait, s'est mis à apparaître en moi. Je me suis mis à me poser des questions vraiment sur qui décidait ça. Donc, je vous invite avec moi à creuser un peu plus de comment on fait pour décider si la chaussure est résistante au glissement. Donc, là, j'ai pas assez de main. J'avais apporté une chaussure, mais je vais y aller sans cliquer. En gros, ce qu'on fait, là, c'est qu'on met la chaussure dans la machine, OK? Puis, on vient forcer avec une force constante au sol. Puis, un coup que cette force-là est constante, là, on tire le plancher en dessous. Fait que ce qu'on obtient, c'est deux forces différentes. Donc, la force normale puis la force de frottement. Puis, si on fait le ratio des deux, on obtient ce qu'on appelle un coefficient de frottement. OK? Donc là, des mots que vous n'êtes peut-être pas sensibles avec, mais c'est simplement que plus on a un coefficient de frottement élevé, plus on considère la chaussure sécuritaire. Mais là, oubliez ça, là, la méthode d'évaluation. On va se concentrer juste sur qu'est-ce qu'on fait subir à notre chaussure. Trouvez-vous que ça ressemble à comment quelqu'un marche? Pas tant. Fait que je me suis mis à creuser encore un peu plus. Puis, je vais vous inviter à prendre avec moi un pas de recul pour ne pas faire de mauvais jeu de mots.
Puis à observer, en fait, selon la littérature, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui impacte une glissade au final? Qu'est-ce qui impacte le fait qu'on glisse? Bien, premièrement, l'impact du talon au sol. Donc, quand on marche, on a un impact du talon au sol, on appuie au sol d'un coup. La machine, elle ne fait pas ça, elle fait juste appliquer une force qui est constante. On a aussi une évolution de la surface de contact. Donc, quand que je marche, bien, toute la semelle au complet rentre en contact à un moment donné au sol, tandis que sur la machine, bien, c'est à un seul point. Ensuite de ça, l'évolution des forces de réaction au sol. Donc là, j'ai dit que la machine appliquait une force qui était constante. Donc, on force tout le temps la même force. Parce que quand tu marches, bien, ces forces-là évoluent dans le temps. Ça peut affecter également la glissade. L'autre affaire, c'est le déclenchement de la glissade. Est-ce que vous choisissez si oui ou non vous partez à glisser ou ça l'arrive puis là, on réagit après? Bien, on réagit après. Mais la machine, elle force la glissade. Fait que ça ne nous donne pas tant d'indices sur qu'est-ce qui pourrait arriver pour déclencher une glissade. Puis la dernière affaire, c'est l'évolution de la distribution de pression. Donc ça, là, c'est un concept qui est fort simple à expliquer. Normalement, le point où est-ce que la pression est la plus forte, bien, il se déplace en dessous de la chaussure, tandis que sur le test, bien, il reste tout le temps à la même place. Fait que pour toutes ces raisons, bien, j'en suis arrivé à la conclusion. Quand on marque slip resistant sur une chaussure, quand on marque antidérapant, est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, moi, je pense que non. Donc, en gros, ce qu'on voudrait faire, je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film The Imitation Game. En gros, dans The Imitation Game, il y a M. Alan Turing, qui est un mathématicien incroyable. Puis lui, il a théorisé, en fait, le Imitation Game, justement, qui consiste à avoir un observateur qui observe deux écrans. Derrière les écrans, d'un côté, il y a un humain, puis de l'autre côté, il y a une machine. Puis lui, il ne sait pas quel qui est quel. Puis là, il va poser des questions, puis il va recevoir des réponses. Puis en fonction des réponses, le but du jeu ici, c'est de deviner qui est l'humain, qui est la machine. Puis si la machine a réussi à imiter suffisamment bien l'humain, bien, l'observateur n'a aucune idée qui est qui. OK? Donc, prenez ça comme exemple, mais maintenant, à place d'être un observateur, c'est une chaussure. Donc, moi, mon but, là, le but du jeu ici, ce serait que la chaussure sur une machine de test soit pas capable de différencier si c'est un humain ou une machine. C'est bon? Fait que pour ça, ben, je propose, je ne suis pas le seul à avoir réfléchi à imiter l'humain. Donc, depuis 1953, il y a un modèle qui existe qui s'appelle le modèle du pendule inverse. Donc, ça, c'est un modèle théorique qui est resté au stade numérique, qui a évolué au cours du temps, puis ça permet d'imiter assez fidèlement les forces de réaction au sol. OK? Là, j'ai entendu la question, c'est quoi un pendule inverse? Donc, c'est assez simple. Vous avez tous déjà vu une horloge grand-père dans le salon de votre grand-père. Bien, prenez l'horloge, mettez-la à l'envers, vous avez un pendule inverse. OK? C'est assez simple. Puis, si on regarde celui de 2011, qui est le plus, qui imite assez bien les réactions en force au sol, bien, c'est un pendule inverse constitué d'une masse, d'un ressort et d'un amortisseur. Qu'est-ce qu'un système masse-ressort-amortisseur? Bien, ça le dit dans le nom, c'est une masse, un ressort puis un amortisseur. Puis là, vous avez besoin d'être focus un peu. Un ressort, plus tu le déformes, plus il force contre toi. Donc, sa force est fonction de sa déformation. L'amortisseur, je fais un clin d'œil pour tantôt, l'amortisseur est fonction, lui, de la vitesse de déformation. Plus vite tu vas le déformer, plus il va t'appliquer de force. Gardez ça en mémoire, ça va peut-être être utile plus tard. Donc là, je vous présente juste un type de graphique. Restez avec moi, ça va être assez simple à regarder. Donc là, ce qu'on voit en ce moment, là, c'est les forces de réaction au sol en fonction du temps. En noir, c'est le dispositif, ou le modèle en fait numérique. Puis en gris, c'est l'humain. OK? Avec le modèle que je vous ai présenté là. Ce qu'on constate, c'est que les deux courbes sont assez juxtaposées. Puis ça, on est content. Donc, techniquement, ils ont réussi à obtenir de quoi qui est sensiblement potable en termes de représentation des réactions en force au sol. OK? Donc, moi, là, ce que je me suis dit, c'est si on arrive à le faire numériquement, est-ce qu'on pourrait arriver à le faire dans la vraie vie? Est-ce qu'on pourrait faire un dispositif qui est basé là-dessus? Puis c'est exactement ça que je propose dans le cadre de mon doctorat. C'est un dispositif qui est constitué d'une masse, un ressort et un amortisseur. On garde ça simple. Puis on met ça sur une rampe qui l'amène à des conditions initiales. Ces conditions initiales-là, c'est des conditions qui seraient qu'on obtiendrait en fait quand quelqu'un marche normalement. Puis, on a un impact du talon. Et avec cet impact du talon-là, on arrive à des forces de réaction.
Donc là, ce dispositif-là, on l'a testé il y a quelques mois et on obtient ce graphique-là. Donc, ce qu'on a en ce moment, c'est en bleu, on a l'humain. Donc, en bleu, on a l'humain en Z ici, donc dans ce sens-là, et en Y dans le sens de la marche. Et en noir, on a mon dispositif avant les modifications. Ce qu'on remarque, c'est qu'en Z, on a déjà le pattern sensiblement proche. Puis, en Y, on a également un pattern, mais vous voyez qu'il y a des petits wiggles, des petits bruits. Fait que là, on travaille là-dessus, on est en train de les éliminer. Le but, c'est d'être pareil à l'humain. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'arrive proche de la fin de ma présentation. On va soumettre des chaussures à des conditions réalistes de l'humain qui, maintenant, ont un impact du talon-sol. Il y a une évolution de la surface, un déclenchement d'une glissade possible, parce que si on le soumet à une surface glissante, le dispositif va juste partir à glisser. On ne l'a pas forcé, ça arrive tout seul. L'évolution des forces de réaction au sol, on l'a, puis on a une évolution de la distribution de pression. Fait que bingo, on a un dispositif qui répond en fait aux choses qui manquent sur le dispositif actuel. Donc, comment on pourrait utiliser ce dispositif-là? Très rapidement, on met des conditions initiales d'un humain sur le dispositif, on met de l'huile de canola ou n'importe quel contaminant par terre, puis ensuite de ça, on essaye différentes chaussures. Puis on observe pour chaque chaussure, aux mêmes conditions, à quel point on perd l'équilibre. Puis plus on va perdre l'équilibre, moins on va être sécuritaire. Vous êtes d'accord? Si la chaussure fait perdre l'équilibre davantage, elle va être moins sécuritaire. Donc à partir de là, on va pouvoir créer un nouveau barème d'évaluation des chaussures de sécurité qui est plus réaliste pour être possiblement capable de faire une nouvelle norme. Donc j'en arrive à la période de questions. J'espère que vous en avez. Merci, Cédric. Donc, c'est des projets de même qui donnent espoir en l'avenir. Si on peut imaginer un avenir où est-ce que personne glisse sur la glace, c'est vraiment cool. C'est beau. Donc, ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Cédric? Je vois des questions là-bas, juste ici. Pas eux autres. Ouais, désolé, c'est moi qui fais l'animation. Okay. Dans le fond, sa question, c'est si j'avais à prendre le modèle numérique de 2011, qu'est-ce que j'y ajouterais de plus? En ce moment, le modèle qui a été développé, ça n'a absolument pas ça n'a même pas rapport avec la glissade. Donc, ce que j'y rajouterais, ce serait sûrement un impact du talon-sol, chose qui n'est pas modélisée, ou à place d'être un pied rouleau comme qu'il y avait sur le schéma, d'y mettre l'équivalent d'une chaussure. Donc, modéliser une chaussure. Voilà. Super. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Juste ici. Prochain. C'est un excellent point. Donc, sa question, c'est est-ce que tu es en train de trop compliquer le problème? Il n'y aurait pas moyen de juste se concentrer sur la tribologie, donc l'étude du frottement, de la glissade. En gros, les raisons que j'ai présentées, pourquoi ce n'était pas représentatif, ça impacte justement comment que ça glisse. Puis, en ce moment, la prémisse, c'est tout simplement, on va mesurer un coefficient de frottement avec les compromis qu'on a, puis on va tout simplement l'associer à un niveau de sécurité. Mais ça, c'est quand même un gros raccourci d'explication, parce que c'est pas représentatif tant que ça. Puis il n'y a rien, en fait, qui nous dit qu'un coefficient de frottement dynamique plus élevé va nécessairement être plus sécuritaire. Donc, je me fie surtout à la littérature pour te dire qu'en ce moment, je ne suis pas en train de complexifier, mais j'essaie de trouver le moyen le plus simple de représenter la réalité. Parce qu'il n'y a pas de moteur là-dedans, c'est passif. Ça, c'est great success. Super. Et je pense qu'on avait une autre question dans la table en avant. Hey. Ah, yes. OK. Ouais, parfait. La question s'est fait donner à une autre personne. Qu'on y va. Ah oui, OK. On va voir si on va avoir le temps. Vas-y, Alexis. Vous avez parlé beaucoup des manières d'éviter que les souliers glissent. Est-ce qu'il y a des études sur des souliers qui glissent parfaitement? Donc, je pense à des mises en application, curling, bowling. Est-ce que ça pourrait aider, genre? Ta question, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais faire l'inverse de trouver la chose? Est-ce qu'il y a des recherches et développement dans le milieu du sport de presque glisse? En gros, notre but, c'est l'inverse. Mais avec le dispositif, on pourrait tester des chaussures les plus glissantes possibles. Mais ouais, je vois où tu veux en venir, mais
Pas sûr que ça va servir à ça. C'est intéressant, Alexis. On pourrait même s'inspirer du règne animal, là, genre les pingouins qui glissent super loin. Là, Mais je vous invite fortement à aller voir comment que les pierres de curling glissent. C'est mind-blowing. C'est contre-intuitif. Fait que, allez voir ça. Les pierres de curling, c'est... Vous allez coucher à perturber. Super. Donc, on a le temps pour deux dernières questions. Donc, on va y aller en avant, puis après, on va y aller par ici. En avant? Oui, go. Oui, c'était pas clair, excuse. OK. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple de compliquer le problème pour rien. En gros, ce qu'il propose, la question, c'est est-ce qu'on pourrait faire une chaussure active qui s'adapte en fonction des conditions passif? En ce moment, c'est passif, oui. Mais Marouane propose de faire une chaussure active pour réagir à comment que tu mets le pied au sol. Je t'invite à proposer ça comme projet, mais on est hors scope en ce moment. Moi, je pense qu'on pourrait utiliser une intelligence artificielle pour que ta chaussure fasse ta liste d'épicerie, elle t'amène dans la bonne rangée au maxi. Une semelle quantique. Et ouais, une semelle quantique, c'est bon ça. Et on va passer à la prochaine question en arrière. Oui, bonjour. Moi, je me demandais si votre... Je demanderais à tout le monde dans la salle de juste baisser le ton un petit peu pour qu'on entende bien la question. Merci. Bonjour. Moi, je me demandais si votre dispositif testait les forces latérales. J'ai pas trop compris. Les forces de tout, parce que notre distribution de poids sur notre pied change continuellement. Alors, j'ai compris, selon le graphique, ça imitait quand même la répartition de différents points de masse là, sur le pied, c'est ça? Non, mais c'est une excellente question, puis je m'attendais à ce que cette question-là soit posée en avant avec mes collègues de recherche. En gros, ce qu'on a vu, c'est vraiment concentré dans le plan. Je vais répéter la question. En gros, il me demande pourquoi est-ce que j'imite en fait ce qui se passe en termes de médiolatéral. Genre, est-ce que c'est évalué, est-ce que c'est comptabilisé, quantifié plutôt? Ouais. En ce moment, au stade où on en est, non. Puis ça, c'était un choix délibéré pour simplifier en ce moment le fonctionnement du dispositif. Mais ultimement, ça serait juste de modifier les conditions initiales du dispositif pour mieux imiter le médiolatéral. Merci. Donc, tout le monde, ça va être la fin de la période des questions. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Merci.